Bonjour à tous. Nous sommes très contents d'être présents chez vous, dans vos salons, pour suivre cette émission. Un espace réservé uniquement aux éducateurs, aux leaders, ambassadeurs de la paix. Les gens qui ont le souci à ce que ce pays puisse aller de l'avant. L'ancien président américain Jimmy Carter avait dit: ne demandez pas ce que l'État doit faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour l'État. C'est ainsi qu'il y a un grand qui a été candidat à député. Il fait quelque chose. Là où il est, il a répondu à cette question, cette préoccupation. Il a le souci que ce pays puisse aller de l'avant. Il s'agit de maître Moïse Malobia. Avec lui, nous allons d'abord, dans la première partie, parler de sa fondation. Et la dernière partie, actualité oblige, nous allons parler de la Constitution. Avant tout, je vais d'abord demander à l'honorable Maître Malobia de se présenter. Qui est Maître Malobia? Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Comme l'a dit monsieur le journaliste, je me présente, je suis Maître Moïse Malobia Balekomi Pato. Je suis de la province de la Chopo, suite au démembrement. Mais normalement, c'était l'ancienne province orientale. Je suis donc de la province de la Chopo, du territoire des Banalia, et je suis du secteur qu'on appelle les Baboa des Kolé. Je suis né à Kisangani, mais j'ai grandi ici à Kinshasa, où j'ai fait mes études primaires et secondaires à l'Athénée ou Institut de la Gombe. On nous appelait avant des Éligos. Après, je suis parti d'abord en Égypte, où j'ai fait un graduat en lettres anglaises à l'université Ain Shams du Caire, donc en Égypte. Et puis par la suite, je suis parti en Belgique, où j'ai fait d'abord un graduat et puis une licence en droit à l'université libre de Bruxelles. Après mes études de droit, j'ai travaillé en tant qu'avocat au barreau de Bruxelles. Quelques amis du barreau de Bruxelles me reconnaîtront. Et puis, j'ai eu à travailler aussi dans le privé. Et finalement, j'ai pris la décision de rentrer au pays, puisque la fibre nationale étant toujours là, le souci de contribuer un tant soit peu à l'évolution, au développement de ce pays, m'a toujours taraudé l'esprit et a fait que je puisse prendre la décision de rentrer en RDC. Donc, en tant qu'avocat, j'ai dû donc faire toutes les formalités requises pour être admis au barreau ici à Kinshasa. Je suis avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En même temps, dans les civils, j'ai créé une fondation. Merci beaucoup, maître, merci. Vous avez anticipé, maître, donc c'est l'occasion, les gens vont le découvrir. Vous avez créé une fondation, la fondation Malobia. Le siège c'est vous, et qu'est-ce qui vous a poussé de créer cette fondation? On peut savoir les champs de votre activité. Ok, merci beaucoup. S'agissant de la fondation Malobia 109, il faut toujours préciser. Malobia 109. Malobia 109. Cette fondation est née du souci, comme je l'ai dit, de participer au développement soit du pays en général. Ça a vocation à travailler pour toute la RDC, mais pour des raisons, entre guillemets, financières. Nous avons bien voulu commencer d'abord là d'où on vient, à savoir l'ex-espace province orientale. Donc, cette fondation est née là-bas, en l'an 2010, est née du souci de perpétuer le nom
de mon grand-père, Monsieur Malobia. Mon grand-père fut un militaire de la fonction publique, de la force publique. La force publique. Il a participé à la Première Guerre mondiale. C'était un monsieur très très courageux. En Kiboa, puisque je suis Moboa, en Kiboa, on dit Molo. Molo, ça veut dire monsieur. Et puis Bia, ça veut dire fort, courageux. Donc un monsieur courageux et fort qui veut agir là où il est. Et c'est cette volonté-là de perpétuer ces noms-là et de perpétuer cette vision-là de faire les choses qui m'ont poussé à mettre en place la Fondation Malobia 109. Est-ce que vous avez des animateurs conséquents, des gens qui ont l'idéologie, je peux dire, votre pensée, qui peuvent vous défendre valablement, donc à travers d'abord votre terroir, là où la fondation est implantée, et pourquoi pas à travers les pays? Est-ce que vous avez des bons animateurs? Vous savez, on dit la qualité d'un chef se mesure par les gens qui l'entourent. Eh ben, un chef qui veut réussir, il s'entoure des gens bien. Eh ben, nous, on a mis en place une organisation tenant compte de l'organisation administrative du pays. Hein. On a tout d'abord, moi, le fondateur, on a un coordinateur provincial. C'est lui qui est responsable, au fait, de la gestion courante de la fondation. À part lui, on descend au niveau des territoires. Au niveau des territoires, on a des cordons territoriaux. À part les cordons territoriaux, on descend au niveau des secteurs. On a des cordons des secteurs. On a des cordons des groupements. On a des cordons des villages. Ok? Donc, on a vraiment fait en sorte que on soit partout. On ne soit pas seulement focalisé à un seul endroit. On veut être partout. C'est pourquoi on a mis en place... On allait sur place. On convoquait un meeting. On demandait aux gens de nous désigner quelqu'un qu'ils trouvent vraiment qui a une probité, qui est intègre, qui est honnête et qui est aussi dynamique, qui veut que les choses aillent de l'avant pour qu'il soit désigné comme cordon local, cordon du secteur ou cordon du territoire. Donc, ce sont ces gens-là désignés par la population locale qui gèrent au quotidien la Fondation Malobia sur le plan local de tous ces endroits que je vous ai cités là, à savoir le territoire, les secteurs, les groupements, les villages et tout ça. Donc, vous allez nous trouver, on est partout. En tout cas, s'agissant de la province de la Tchop, comme je dis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a commencé d'abord par là, mais on a vocation à aller à travers toute la République du Congo. Quelles sont vos réalisations déjà? Vos réalisations, les actions faites, que les gens ont des projets visibles que les gens peuvent témoigner, que vous avez à réaliser. Est-ce que vous avez aussi un soutien? Parce que j'ai appris, comme tout le monde, j'ai appris que dans les coulisses, vous avez des relations avec les ministres de la Justice. Ben, on reviendra à nos relations politiques après. Je veux d'abord parler de réalisation de la Fondation Malobia. Vous savez, la Fondation Malobia a comme mot d'ordre le développement, pour le développement des provinces. Ça, c'est le mot d'ordre de la Fondation Malobia. Ensuite, la Fondation Malobia utilise ou considère que l'initiative privée est un moteur de développement. Est un moteur de développement. On ne peut pas tout laisser à l'État. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas venir nettoyer devant la porte d'entrée de nos maisons ou de nos parcelles. L'État ne peut pas venir curer les caniveaux dans les villages et consorts. Donc, il faut mettre en place des initiatives privées. Ce sont ces initiatives-là qui nous ont permis de faire un certain nombre de choses dans le secteur du développement rural. Développement rural, on a toute une série de choses que je vais vous citer. Sur le plan de l'agriculture, il y a des choses qu'on a faites. Sur le plan des mines, sur le plan d'éducation,
Donc il y a toute une série de choses que la Fondation Malobia a entamées et qui vont continuer, puisqu'on est là, on a mis en place un processus. Le fonctionnement de la Fondation Malobia n'est pas un fonctionnement figé, c'est un fonctionnement sous forme de processus. Maître, s'il vous plaît, Maître Malobia, entre nous soit dit, et nous connaissons depuis longtemps, bon, et la vérité entre nous, quand vous regardez la ville de Kinshasa, ou encore, si vous avez l'habitude de voyager, quand vous voyagez, vous voyez des pays. Si aujourd'hui, Kasavubu, tous les héros là, les gens qui se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir l'indépendance, se réveiller, sont ressuscités, qu'allons-nous dire à tous ces gens? Est-ce que ça va dans les pays? Mais c'est pourquoi je dis, j'ai parlé d'un exemple, de mon exemple qui a constitué à mettre en place la fondation Malobia 109, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas compter que sur l'État. Malheureusement, il règne dans la population, en tout cas dans le mental du Congolais, le fait que c'est l'État qui doit tout faire. Et c'est cette mentalité-là, de tout laisser à l'État, qui fait que, malheureusement, je vais avoir l'honnêteté de vous le dire que si ces héros-là, se ressuscitaient aujourd'hui, et puis venaient voir dans quel état se trouve le pays, ils ne seraient pas contents. Je ne vais pas utiliser des termes déplacés. Ils ne seraient pas contents. Pourquoi? Puisque ça, c'est mon opinion personnelle, puisqu'ils pensent que nous, on pense que c'est à l'État de tout faire. Or, l'État n'a pas beaucoup de moyens. L'État n'a pas beaucoup de moyens et des initiatives privées peuvent aider l'État à bien gérer ce pays. Vous m'avez demandé de réalisations, je peux vous en citer. Par exemple, en matière de développement rural. Si vous allez dans nos villages, dans nos coins reculés, vous allez voir que les écoles sont construites en boue, en terre. Vous allez voir que les hôpitaux, mêmement, nous, on a réfléchi, on a dit, mais pourquoi pas mettre en place, à travers la Fondation Malobia, un fonctionnement tel que on achète une presse brique. Ça coûte pas cher au niveau de Kisangani, ça coûte $50. On achète une presse brique, on amène ça dans un village, on arrive. Les gens nous disent qu'on avait un hôpital ici, malheureusement comme c'est en terre, l'hôpital s'est effondré et le médecin-chef est parti ailleurs. On recrute les jeunes sur place, on les forme, on leur remet la presse brique, eux-mêmes ils commencent à presser des briques. Et demain, ils vont construire les hôpitaux et les écoles en matériaux durables et pourront étudier dans des bonnes conditions. Ça, c'est une initiative privée. C'est une initiative privée. Aujourd'hui, on parle de lampes pour éclairer la ville de Kinshasa. Il y a tout ce qu'on connaît comme scandale qui règne en matière de forage et tout ça. Nous, on a pris l'initiative avec peu de moyens, avec les moyens du bord. On est allé chez des Chinois ici en ville, on a acheté des lampes et on a envoyé ça dans les différents coins reculés, des gens qui n'ont jamais vécu sous la lumière. Ils vivent toujours dans l'obscurité. Si vous allez aujourd'hui dans un coin minier, j'ai dit un coin minier qui s'appelle Mangui, qui se trouve dans le secteur de Baboua-Décollé, le premier à avoir fait introduire l'éclairage public là-bas, c'est la Fondation Malobia. Si vous allez à Kolé, Kolé c'est le village de mes parents, ces gens n'ont jamais vécu n'ont jamais vu la lumière après 19h. À Kolé, c'est la Fondation Malobia qui a mis l'éclairage public là. Il n'y a pas du courant, c'est juste des lampadaires qui se rechargent avec les rayons solaires, et puis les soirs, ça s'allume, les gens ont de l'éclairage public. La construction des écoles, les bancs, il y a des bois, il y a des forêts, il y a tout, mais les gens s'assoient par terre, à même les sols, pour pouvoir étudier. Et bien la Fondation Malobia a mis en place, a acheté 3 tronçonneuses. Et ces tronçonneuses ont permis de couper du bois
et de faire, je veux dire, pas des bancs en tant que tel, mais quelque chose qui permette aux enfants de s'asseoir quand même dignement pour pouvoir suivre les cours. Ce sont là des exemples qui sont légion. Je peux me mettre, malheureusement, faute de temps, je ne pourrais pas citer toutes les actions que la Fondation Manuel Biya entreprend à l'intérieur du pays, mais ce sont là des exemples que je vous donne, qui, à travers nos maigres moyens, et les idées, et surtout les idées, hein, comme je l'ai dit, l'initiative privée moteur du développement. On réunit des jeunes en matière de salubrité publique. Vous avez des caniveaux qui sont bouchés, il y a des lots en cas de pluie, il y a des inondations partout. Eh ben, on a recruté des jeunes, 2 fois par mois, on va curer des caniveaux, on va couper de l'herbe pour éviter qu'on soit submergé par la forêt. Ce sont là des initiatives privées qui sont, comme je l'ai dit, moteurs de développement qui permettent d'aller. Est-ce que vous êtes consulté, ou bien quand vous faites ça, c'est pas avec un agenda caché dans la politique? Nous savons, il y a des gens qui ont commencé avec la société civile, par après, et ça devient, on a vu, c'est devenu aujourd'hui des partis politiques. Vous n'avez pas un agenda? Bon, avoir un agenda caché, c'est un peu trop dire. Mais on a été réaliste. Vous savez, dans notre pays, pour pouvoir peser, pour pouvoir faire des actions, on ne peut pas agir qu'en tant que citoyen. On doit aussi être là où se prennent certaines décisions importantes du pays. Il faut être là. Alors on s'est dit, rester dans la société civile, continuer à criailler, continuer à faire des propositions, ça ne suffit pas. Alors pourquoi pas faire le pas? C'est pourquoi nous avons décidé de participer aux élections. Aux élections, on peut être élu et faire des bonnes actions. On peut avoir commencé dans la société civile et aboutir en tant que grand politicien. Tout simplement, c'est-à-dire, je dis, la volonté d'être là où se prennent de bonnes décisions et d'être efficace pour la société. Je ne les cache pas, aux dernières élections, j'étais candidat. J'étais candidat chez moi. Bon, nous tous, nous savons comment les choses se sont passées, mais on reste optimiste, on reste aussi réaliste. Et on espère qu'un jour, nos idées triompheront. C'est une parenthèse, maître, c'est la question que je vais vous poser. Ça n'a rien à voir avec l'émission. Une parenthèse. Quand vous avez appris les décès de papa Tshisekedi, qu'avez-vous ressenti? Bon, 2 sentiments. Premier sentiment, c'est un processus normal. On est appelé on naît, on grandit et puis on disparaît. C'est un processus normal. Ok, vu son âge aussi. Je pense qu'il avait plus de 80 ans. Donc, quelqu'un qui décède à plus de 80 ans, on rend grâce à Dieu de l'avoir gardé jusqu'à cet âge-là. Ça, pour moi, ça c'est la première réaction. La deuxième, c'est la disparition d'un héros, d'une icône de la démocratie. C'est quelqu'un qui a joué un rôle important pour l'avènement de la démocratie en RDC. Avoir fait l'opposition au président Mobutu, avoir fait l'opposition à Mouzé, avoir fait l'opposition à son fils, et puis jusqu'à ce que son fils a accédé à la magistrature suprême. Et quelqu'un qui a fait tout ça, qui s'est battu pendant 37 ans, qui a failli même laisser sa vie, qui n'avait peur de rien, qui disparaît, pour moi c'était quand même une disparition qui était difficile à avaler, mais comme je l'ai dit, c'était un processus normal. C'est l'aboutissement. Ces idées ont permis quand même que son fils accède à la magistrature suprême, et c'est à la fois une combinaison de joie et de tristesse. Mais son fils
comme vous avez étudié en Belgique, vous êtes des Belges. Hein. Vous avez commencé la formation ici à Kinshasa. Après avoir été formé par les Belges, vous êtes parti en Belgique, à Bruxelles, à l'ILB. Vous avez encore continué avec les Belges, les conseils du roi. Donc vous êtes Belge. Qu'est-ce qu'un Belge? C'est qui? Bon. Oui. Partir en Belgique, c'était le souci de aller suivre un enseignement de qualité, apprendre beaucoup pour venir faire profiter à mon pays. La Belgique, c'est un pays où il règne des divergences, où il règne des compromis. C'est un pays des compromis. Nous avons deux grands peuples qui sont les Wallons et les Flamands. Hein, les Flamands sont des Germaniques, sont des gens qui ont le même sang que les Allemands, les Vikings, tous ceux qui viennent du nord de l'Europe. Les Flamands, ils s'apparentent un peu aux Flamands. Et puis vous avez les Wallons qui sont plus les gens du sud, les Français, les Portugais, les Espagnols. C'est des gens qui sont un peu cool, qui ne mettent pas nécessairement le travail comme premier élément dans la façon de vivre. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de sérieux entre mais évidemment dans une certaine proportion. C'est pas que non, ils font la fête tous les jours. Non, il y a quand même cette différence-là. Les Flamands, il est très très sérieux et les Flamands, ce sont les Flamands qu'on a envoyés en RDC pour travailler. Ok? Pourquoi? Puisque les Wallons, ils aiment être des patrons, des chefs. Eux, ils préféraient rester en métropole, en Belgique, et envoyer des Flamands ici. Or, les Flamands, c'est des travailleurs. Ils ont beaucoup travaillé, et la preuve, ils sont incontournables pour le moment en Belgique. Entre nous soit dit, je ne veux pas couper la parole, nous devons reconnaître que le Belge a apporté beaucoup. Bien qu'ils voyaient l'intérêt pécunier, c'est-à-dire toutes les richesses construites là-bas en Belgique, parce qu'ils ont construit tout, ils ont amassé ça ici. Vous connaissez l'histoire même du Fonds monétaire international. Ils ont eu l'argent ici, mais ils ont laissé des traces. Quand vous allez à la Gombe là-bas, hein, aux alentours là, de la Tenda, vous allez voir des traces de Belges. Donc les Belges sont des gens stricts, sérieux. Les Flamands. Mais nous avons commis, vous êtes Flamands, nous avons commis une grosse erreur. Parce qu'il y avait deux groupes, des Belges de la Belgique, il y avait aussi les Belges de Léopoldville. Ces gens, comme disait un ancien journaliste, Philippe Kanza, on ne devait pas faire partir ces gens-là. On a commis une grosse erreur. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais vous connaissez, le professeur Van Bilsen l'avait prédit, avait dit que ces gens peuvent avoir l'indépendance après 30 ans. Est-ce que le professeur Van Bilsen avait raison? Avec les reculs, je dirais qu'il avait raison. Je ne vais pas mâcher mes mots. Les Belges sont partis en 1960. Il faut voir le nombre d'universitaires qu'on avait. Est-ce qu'on avait suffisamment d'universitaires pour pouvoir gérer ces pays? Est-ce qu'on avait suffisamment de gens qualifiés, compétents pour vraiment hisser notre pays, hein, faire des belles choses pour le pays? On n'avait pas des gens. Donc l'indépendance a été obtenue le 30 juin 1960 après des luttes et les Belges ont pris la décision de partir. Par la suite, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été préparées, qui ne pouvaient pas être faites. D'ailleurs, tout ce que les Belges ont fait continue encore jusqu'à nos jours à être manifeste, visible dans notre pays. Hein? Les Belges, même si, vous savez, il n'y a personne qui travaille sans intérêt. Hein? En droit, nous on dit il n'y a pas d'action sans intérêt. Hein? Il y a toujours un intérêt quelque part. Ils sont venus nous coloniser, c'est normal. Ils devaient voir aussi leur intérêt, c'était nos mines, tout ce qu'ils avaient ici, ils pouvaient enrichir leur pays. Mais ils laissaient quand même, comme vous l'avez dit, des traces. Hein? Si vous allez par exemple chez moi à Kisangani, la centrale hydroélectrique de la Chopo, ça a été construit en
inaugurée en 1959. Ce sont les Belges qui l'ont fait. Et ça continue à être opérationnel jusqu'à aujourd'hui. La centrale hydroélectrique. Vous avez par exemple l'avenue de l'université, qui était Kaouka, ou bien, je ne sais pas, Sendoué, pour aller jusqu'à l'université. Cette route avait été construite pendant la période coloniale. Et elle est restée opérationnelle malgré, bon, il y a eu des arrangements à gauche et à droite. C'est resté là. Donc, l'université, l'UNIKIN, ça a été construit pendant la période coloniale, et ainsi de suite. Donc, moi je pense que s'ils étaient restés même, disons, 15 ou 20 ans après, on aurait eu plus d'infrastructures, ils nous auraient mieux formés pour pouvoir faire face, gérer l'indépendance, hein, et non pas être dans le tâtonnement, cafouillage qu'on a eu à connaître, qui continue encore à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui, tout simplement par rapport au fait qu'ils sont partis, me semble-t-il, trop tôt, plus tôt qu'ils devaient le faire. Est-ce que le travail que vous êtes en train de faire ici, de passer sur les médias, est-ce que vous faites ça, vous, en tant que leader, dans votre terroir, vous faites ce travail? Tout à fait, je l'ai fait. De conscientiser la population. Tout à fait, tout à fait, nous le faisons. Actuellement, il y a la question ambiante de la révision ou du changement de la Constitution. Par exemple, évidemment, les populations sont là, hein, ils se posent la question de savoir, on veut changer la Constitution? Ok, qu'ils changent. On veut réviser. Ils ne savent pas c'est quoi un changement de Constitution, c'est quoi une révision de Constitution, quelles en sont les conséquences, ils ne savent pas. C'est notre travail pédagogique en tant que nous, en tant que politiciens, hein, de venir auprès, en tout cas devant nos populations pour leur dire, hein, le sens de certaines situations, pour que si demain on fait appel à cette population-là, que la population puisse prendre une décision en toute connaissance des causes. Or, malheureusement, les gens sont mal formés, les gens ne sont pas éduqués, je veux dire, en termes de formation éducationnelle. Les gens sont là, ils voient que le ventre, hein, la première des choses qu'ils voient, c'est le ventre. Or, c'est notre travail, nous, qui avons, nous leaders, nous élites, hein, de venir former, informer, faire de la pédagogie à cette population pour que demain, elle puisse aussi aider à aller monter et non pas rester comme dans l'état actuel où la population est. Franchement, vous avez raison. Cette constitution n'est pas adaptée aux réalités du pays. Quand c'est un peu de parcourir cette constitution, vous allez voir même les problèmes de la nationalité, et les problèmes même de l'identité culturelle. Nous avons perdu cette identité. Prenez le cas de quelqu'un qui est à Kouilou. Vous le comparez avec celui qui est l'autre côté, qui est à Boma. Donc ce sont les gens du Royaume Congo. Ils parlent la même langue. Mais il y a une perte de l'identité. Vous voyez, est-ce que l'élaboration de cette constitution n'était pas faite sur base d'un intérêt, peut-être séparer des gens, ou bien il y avait des gens qui étaient étrangers qu'on voulait injecter ici à notre pays? Vous savez, la constitution de la RDC est les résultats ou les fruits d'un compromis, d'une certaine période, d'une certaine époque. Comme on dit, la constitution est conjoncturelle. C'est-à-dire qu'elle vit en tenant compte des réalités du moment dans ces pays. Notre constitution comporte des failles. Ça, c'est vrai. Notre constitution comporte des failles. Comme toute œuvre humaine, elle comporte des failles. Maintenant, le chef de l'État a exprimé la volonté de vouloir réfléchir sur la révision ou le changement éventuel de la Constitution. L'idée en soi n'est pas mauvaise, mais moi, si j'étais
conseiller, si c'est moi qui devais le conseiller, je ne lui demanderai pas d'adopter l'approche qu'il a adoptée là. Ok? Moi, je pense que en tant que leader, le chef. D'abord, c'est quoi une révision? C'est quoi un changement? Je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, commencer à dire ceci. Pour moi, je résume les conséquences. Une révision, c'est une révisitation, un amendement, une modification. C'est-à-dire que l'ordre constitutionnel reste. Hein, on prend certaines dispositions de la Constitution, certains articles, qu'on peut réviser, amender, modifier. Ok? C'est ça la révision. Mais l'ordre constitutionnel actuel reste. Tandis qu'un changement des constitutions, c'est le remplacement d'une constitution par une autre. Et ces remplacements a des conséquences, parfois, pour ne pas dire graves. Pour ne pas dire graves. C'est pourquoi j'ai dit, si moi, je devais conseiller le chef, je lui demanderais d'abord une certaine cohérence dans l'approche de les faire. C'est-à-dire adopter, lever une option. Lever une option. On veut quoi? Les chefs veulent quoi? Puisque c'est le chef qui prend la décision et dit que j'ai constaté que cette constitution est faillible, est imparfaite. Je veux quoi? Je veux la remplacer ou je veux la réviser. Éviter cette confusion-là qu'on crée dans la tête des gens. Il y a certaines de nos autorités qui parlent de réviser la Constitution, je suis d'accord pour qu'on révise la Constitution. Il y en a d'autres qui viennent, non, je suis d'accord. Alors que dans sa tête, lui, il pense à la révision, mais lui parle, non, il faut changer. Donc, on crée la confusion dans la tête des gens. Puisqu'on n'avait pas bien levé l'option initiale. Pour moi, ça c'est mon point de vue. L'option initiale, c'est quoi? C'est, on veut une révision. C'est-à-dire que la Constitution actuelle restera. Et avec ces dispositions, il y a des textes, il y a des dispositions qui sont imparfaites, du style l'article 10 de la Constitution, par exemple, en matière des nationalités. Vous avez les dispositions qui concernent l'existence du Sénat. Vous avez l'élection des gouverneurs par les députés provinciaux. Oui, oui. Vous avez la matière comment je peux dire, il y a plein de dispositions qui sont là, qui ne sont plus adaptées. À l'époque du président Mobutu, nous on a vécu ça, on était jeunes ici, les gouverneurs étaient désignés, nommés par le chef de l'État. Ils n'étaient pas nécessairement ressortissants du coin. Nous avons connu le cas de monsieur Kondevila Kikanda, qui est quelqu'un du Bas-Congo, du Congo central, mais qui a été gouverneur à Goma. Et lors des élections de 2011, je crois, il a été brillamment élu gouverneur, quoique n'étant pas ressortissant de Goma. Il a été élu tout simplement pourquoi? Puisqu'il était gouverneur là-bas, il a fait des bonnes choses qui ont bénéficié à la population. La population n'est pas restée amnésique, n'a pas oublié tous les bienfaits que ce monsieur avait fait. Il a été élu brillamment par rapport à tout ce qu'il devait faire. Donc, il faut que l'option soit bien levée. On veut une révision. On peut réviser autant des dispositions que l'on veut. Prenons par exemple l'article 217, ça dérange cet article. Hein, 217, vous allez lire ça, bon, l'article. Donc les pays, les trois pays, Rwanda, Burundi et Ouganda, donc ces gens-là peuvent entrer en RDC à 300 km de la RDC. Est-ce que c'est normal ça? Non, 217 parle de l'abandon partiel de la souveraineté. Ce sont des confusions qu'on crée parfois dans la tête des gens, en disant que non, la Constitution actuelle permet, à la RDC d'abandonner une partie de sa souveraineté. Moi, je pense que il appartient aux élites, il appartient à nous, techniciens, d'informer la population sur certaines notions techniques. L'abandon partiel de la souveraineté veut tout simplement dire que
la RDC peut, de toute façon, cette disposition doit être lue en combinaison avec d'autres dispositions. Il y a l'article 214, l'article 215, ça doit être lu en combinaison. Il ne faut pas qu'elle soit lue isolément. La RDC a pris la décision libre, non obligée par qui que ce soit, d'adhérer à certaines organisations internationales. La RDC a pris la décision d'adhérer à l'EAC, Eastern African Community. La RDC a pris la décision d'adhérer à l'Union africaine. La RDC a pris la décision d'adhérer aux Nations unies. Quand vous adhérez à une organisation internationale via un traité, quand vous prenez la décision de faire partie, d'un organisme, d'une organisation internationale, cela implique un certain nombre d'obligations. Un certain nombre d'obligations qui sont prévues dans le traité constitutif de l'organisation à laquelle on veut adhérer. En matière d'accès au territoire national, la RDC peut, en adhérant à une organisation internationale, dire que les ressortissants de ces États-là peuvent accéder librement, sans formalité quelconque, au Congo. Ça, c'est en matière d'accès au territoire. En matière de libre circulation des personnes, accès au territoire et libre circulation des personnes. En matière de taxes, en matière fiscale, par exemple, la RDC peut décider que certaines marchandises venant de certains pays qui forment une organisation à laquelle appartient la RDC, que les marchandises venant de ces pays-là peuvent venir librement en RDC. Donc, il ne s'agit pas d'un abandon du territoire national, d'autant plus que l'article 214 dit qu'en cas de scission, adjonction ou bien quelconque formalité qui touche au territoire national, il faut poser la question à la population via un référendum. Maître Saboko, avec beaucoup de regrets, on me fait signe par notre ingénieur que nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. C'est les premiers numéros, ça ne sera pas la dernière fois. Peut-être prochainement, nous allons encore développer ce sujet. Est-ce qu'il y a, d'une manière comme ça, vous ne pouvez pas résumer tout ce que vous venez de dire là, à Lingala, conseil? Bon, Lingala. Je sais que vous êtes polyglotte. Ok. Na résumé na Lingala, na autoloba. Na lobby tout simplement que Nami présentait qui d'abord, et le Roni na Saraka na Zanani. Ensuite, na Zongi Namboka na créé au Babengi Kombo Fondation Malobia 109. Fondation wana ezali outil à développement. Ils ont basé sur l'initiative privée comme moteur à développement. Fondation wana permettre de réaliser makambo belé pour le développement ya mboka na chopo place oyo boti bauta. Tozo tonga ba école, tozo tonga ba hôpitaux, tozo salisa ba briques, tozo tia ba jeune basa l'agriculture, tozo sala makambo belé pour mboka kende liboso via Fondation Malobia. Fondation Malobia ezo permettre pe batu totangisa batu, to informer batu, to former batu. Ndenge tolobaki awa kofana na mboka ezali te kofana kaka ozali membre ya une ASBL ou bien société civile. Na période moko il faut pe kosala makasi kokende kozala na baeba o bazwaka décision pour mboka kende liboso. Yango ne sala ke non tozwaki décision kotia pe makolo na biso na formation babengi yango DIPRO. Ya mokambi na biso yemei le crocodile. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, où Azabon ko kamamboka kitoko pour na osala ke mboka eza mboka ya mibeko neti nini na biso. To fandi mboka lelo tozolo il faut totangisa bandeko. Il faut to laksa bandeko, biso nde toza ba élite. Lelo makambo ezo renye na mboko ezali makambo ya changement bobongoli ou bien qu'on réviser la Constitution, c'est-à-dire que
kotia tia mwa kulungwa mwa babiloko mabe wiza na kati kotia ya malamu na kati na limbolele bino que non ko réviser eza malamu puisque to ko garder toujours au tozalaki na osature tozalaki na okala mais ce que to lobi to changer to bongo la to longwa mso to tia eza la conséquence ebele notamment mbongo il faut zala pour to ko ça la référendum pour population a décidé pour namboka na biso pour to ça l'élection il faut tout le temps l'état tia mbongo pembeni pour koka to ça mais to former population to l'accès bango elo koni to ça là to lingi que non les congolais to zala unis to boy makam to critiquer certains articles de la constitution na biso to sengi que non il faut réviser par exemple article zo ba que non au cause de la nationalité kaka moko au cause na mibalete par exemple l'article zo ko non il faut to za na sénat to za na assemblée nationale to boy ki mbongo ezate pe no bebi sambongo pamba ko za ba sénateur banin. Merci beaucoup parce que vous avez Natsuki na pesi mbote mingi na bandeko ba diaspora na pesi mbote na mwasi na ngai Mama Laure Maliko na pesi mbote na bana na ngai ma fille Alexandra Malobia papa est fier et content de toi na pesi mbote na bandeko nyos o ba ebingai Irénée de Boabanga James papa Honoré batu nyos na pesi bino mbote moi na bino azali azobunda pe akobunda kaka pona bino. Les désespoirs et les suicides du cœur. Il faut toujours avoir l'espoir. Mais chacun de nous doit apporter un plus. Il faut faire quelque chose pour que ce pays... Il ne faut pas seulement demander ce que l'État doit faire pour nous. Nous devons faire quelque chose. C'est ce que Maître Moïse Maloube est en train de faire. De même que nous sommes sur les médias. Nous sommes en train de vous sensibiliser. C'est notre pays. Nous n'avons pas demandé à Dieu de mettre dans ce pays ici la RDC. Donc, chacun de nous doit faire quelque chose. C'est par ici que nous mettons face à cette mission. Je remercie beaucoup, je remercie toute l'équipe technique, aussi l'honorable Moïse Malobiar, c'était à pied levé d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, nous allons continuer avec lui sur ce sujet. On n'a pas clos, hein, et nous allons encore continuer. Je salue tous celui qui nous a soutenu de près ou de loin à la raison de cette émission. Avec la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. À vous tous, merci, au revoir, à la prochaine occasion. Merci. Merci, au revoir.